Vous croyez dans l'Europe, vous avez aimé l'idée d'une Europe. Comment aujourd'hui croire encore dans cette Europe qui gère, ou plutôt qui ne gère pas la crise des migrants, qui ne répond pas à la détresse des agriculteurs? Est-ce que c'est vraiment vers l'Europe qu'il faut se tourner? Est-ce que l'Europe est encore crédible? C'est la question à laquelle nous allons répondre et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Cavada. Bonjour. Bonjour à vous tous et bon samedi malgré tout. Malgré tout. Alors vous êtes député européen, puis vous êtes aussi président donc, de Génération Citoyen. Vous avez l'occasion de nous expliquer un peu ce mouvement. Et face à vous, Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes agroéconomiste. Tout à fait. C'est bien ça. Agronome et économiste. Et économiste, voilà. Et puis avec moi, donc Patrice Moyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Ouest France et vous allez co-animer ce débat. Directement, l'Europe est-elle encore crédible ? L'Europe est dans une crise extrêmement importante. La première des raisons, c'est que quand on veut se débarrasser des questions gênantes et qu'on gouverne un pays, on se tourne vers Bruxelles en disant « c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe ». Il y a une chose que vous devez savoir tous. L'Europe, c'est seulement l'union autour de la table de tous les gouvernements qui composent l'Union. Par conséquent, quand on essaye de se défausser sur l'Union européenne, en réalité, on tend un miroir pour montrer ses insuffisances, la lâcheté des décisions, le côté extrêmement indécis, et puis aussi quelque chose de nouveau qui est extrêmement désagréable, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont à Bruxelles pour essayer, comme M. Spaggiari allait à la Banque de France, si vous voyez mon allusion, c'est-à-dire on fait les poches, on va chercher de l'argent, on le ramène dans son pays, mais la construction communautaire qui a été basée sur un idéal de bien vivre ensemble, de vivre dans la paix, de progresser ensemble, on voit bien qu'elle est assez loin et il faut donner maintenant un coup de talon dans la piscine et remonter. Alors Jean-Marie Cavada, justement, on voit dans un monde qui était traditionnellement le monde agricole, pro-européen, on voit que le fossé se creuse aujourd'hui entre la France agricole et Bruxelles et les institutions européennes. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la France pour être crédible, pour être surtout audible en Europe ? Je veux d'abord dire aux agriculteurs, à leurs familles et à ceux qui aiment le monde agricole, et comment peut-on ne pas l'aimer d'ailleurs, on en vient tous, en tout cas c'est mon cas. Je veux d'abord dire que l'Europe a été la banque qui a permis à l'agriculture française de devenir une des 2 premières puissances agroalimentaires mondiales. Parce qu'on a fait du remembrement à partir des lopins de terre, parce qu'on a introduit, si je puis dire, la mécanisation, alors que les Américains avaient ça déjà depuis 30 ans avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on a introduit l'univers de la chimie, parfois excessivement d'ailleurs. Mais maintenant, depuis 1999, nous savons que ce parapluie de protection va s'arrêter. Et donc beaucoup de pays, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Pologne, c'est le cas d'un certain nombre d'autres pays, se sont préparés à cette nouvelle époque. La France ne s'y est pas préparée, ni d'ailleurs, par parenthèse, une bonne partie de ses syndicats agricoles. Parce qu'au fond, l'argent existait, ça marchait, on avançait. Mais on voit bien maintenant, avec le drame que vivent les agriculteurs, avec les difficultés de gestion financière, je ne parlerai même pas des suicides parce que c'est épouvantable cette histoire, on voit bien maintenant qu'il y a non seulement un fossé, mais il faut maintenant organiser une nouvelle époque. Et on va sans doute parler, notamment devant monsieur qui, lui, est encore meilleur spécialiste que moi, de ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, l'union est bonne. Le repli sur soi va finir par fermer les marchés de nos productions agricoles vers l'extérieur. Et ça, il ne faut pas tenter le diable, parce que le diable, il dort dans les détails. Jean-Marie Serroni, vous partagez cette idée qu'effectivement, nous ne sommes pas préparés. Les syndicats agricoles ont freiné peut-être une nécessaire adaptation ? Alors, tout d'abord, sur la question de la crédibilité, est-ce que c'est crédible et est-ce que les gens y croient? C'est 2 choses différentes. Donc, ce qui est clair aujourd'hui... C'est intéressant ce que vous dites parce que les sondages donnent que les gens croient en l'Europe, 68, 70, 73%. Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'ils y croient encore dans l'immédiateté? Non. Voilà. Ils veulent l'Europe, mais en réalité, ils ne veulent pas celle qu'ils ont. Ils veulent maintenant autre chose. Et n'oublions jamais que nous tous autour de la table, nous sommes la première génération à n'avoir connu la guerre parce que nos parents nous en ont dit. Et ne l'avoir jamais craint de toute notre existence jusqu'à présent. Donc c'est quand même... il ne faut jamais oublier ça. Moi, je répète ça sans arrêt, mes enfants qui sont des adultes maintenant. Pour répondre à la question de Jean-Paul, c'est clair qu'on a tendance, quand vous parliez, vous n'employez pas le mot, mais de bouc émissaire, on a souvent tendance en France, peut-être dans d'autres États, mais particulièrement en France, à renvoyer sur Bruxelles
des problèmes qui sont avant tout, ou des questions à régler qui sont avant tout chez nous. Pour autant, n'oublions pas que la politique agricole commune est la première et la seule politique totalement intégrée au niveau européen. Donc on se plaint souvent de l'importance du budget agricole européen par rapport aux autres politiques, mais n'oublions pas que c'est le seul budget intégré pour toutes les actions agricoles qui se passent au niveau de l'Union européenne. Après, c'est une question de partage des tâches et des missions entre ce qui doit être traité au niveau européen et ce qui doit être traité au niveau national. Et pour moi, et je me suis souvent exprimé là-dessus, c'est clair qu'en France, on n'a pas pris les devants, on n'a pas eu le courage de regarder la réalité en face. Si on prend un exemple précis dont on échangeait en aparté avant, les quotas laitiers, la fin des quotas laitiers, juridiquement, c'était 99. Et on y a cru. C'est-à-dire il y a 17 ans. Et je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui tout le monde y croit encore. Et pourquoi on a tardé? Parce qu'on a du mal à regarder la réalité en face. Une réalité bouge, fait bouger les choses. On ne doit pas gérer l'agriculture, les filières et l'exploitation dans le monde de variabilité qui est voulu. Quand on a enlevé la régulation, c'était voulu par rapport aux montagnes de beurre, aux stocks de carcasses de viande. Et donc, on ne gère pas de la même manière. Et on a tendance à dire la politique agricole commune, avant, c'était mieux. N'oublions pas que depuis 2007-2008, le revenu agricole en France, et dans les autres pays de l'Europe, je ne parle pas de la Pologne où il a multiplié par 2 ou 3, mais même en France, le revenu agricole a augmenté en moyenne et en tendance. Simplement, il y a des variabilités, donc on ne doit pas gérer de la même manière. Il faut l'accepter, il faut le voir, et il faut s'y préparer. On ne s'y est pas préparé, maintenant il faut réagir. Patrice. On ne s'est pas préparé. Jean-Marie Cavada, comment est-ce que la France peut faire partager, au-delà de ses propres intérêts, les grands enjeux agricoles européens aujourd'hui à ses partenaires? Alors, il y a une chose d'abord qui est très frappante, c'est que le monde agricole est une sorte de préface à ce qui nous attend. Si le monde agricole va bien, les autres secteurs de la production de richesse vont être dans la même ligne de prospérité. Quand il est en très grande crise, c'est le cas notamment pour tout un secteur, c'est pas tout le monde évidemment, mais s'il est en très grande crise, il faut savoir que le commerce c'est la même chose, il faut savoir qu'il y a des risques identiques sur un certain nombre d'industries traditionnelles. Autrement dit, il faut bien regarder cette crise parce qu'elle est extrêmement instructive. Comment faire face? Ça, c'est une question qui est vraiment très compliquée. On voit bien que les gouvernements, depuis les 2 mandats qui viennent de s'écouler, ont un mal fou à faire face. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un problème, je dirais, de prendre de l'avance. Il faut vraiment maintenant organiser au moins 2 secteurs. Le premier, c'est la qualité. La France a une production agricole de très grande qualité du point de vue de sa comparaison avec les autres pays européens. Et la qualité, ça se paye. Donc il y a là probablement des débouchés de revenus. Mais pour faire de la qualité de façon, je dirais, intensive, il faut investir. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il faut que l'État parle avec le monde bancaire pour soulager de façon radicale, le monde de l'agriculture, des agriculteurs moyens et des petits agriculteurs. Les grands groupes agroalimentaires n'ont pas besoin de ça. Ils savent s'autofinancer, ils savent trouver l'argent sur les marchés financiers. Le monde de la petite et moyenne agriculture a besoin d'être aidé, d'autant plus qu'on a absolument besoin d'eux, non seulement pour la production agricole, l'alimentation, mais on a besoin d'eux pour l'entretien de l'environnement. Ça a un coût, alors il faut que ce coût soit payé. Après, il faut voir à quel niveau. Il faut une énorme réflexion sur les capacités d'investissement que l'on doit mettre au service des agriculteurs de moyenne et de petite taille. C'est une première chose. Et deuxièmement, il faut réfléchir à faire un mémorandum, un moratoire, ça s'appelle en fait fiscalement, pour débarrasser pendant plusieurs années, ne serait-ce qu'en faisant des provisions, la fiscalité qui touche le monde qui est en train de mourir. J'ai connu, moi, je viens du monde agricole, j'ai été élevé dans une ferme qui avait 2 vaches, 4 moutons, etc. dans les Vosges, qui n'était pas un grand centre de production, faut bien dire, c'était de l'agriculture de survie. J'ai connu, quand j'allais à l'école, une France de plus de 6 millions d'agriculteurs. Ils sont divisés par 12 aujourd'hui. Il faut faire attention à ça. Il faut un plan d'urgence de secours à cette tranche-là de l'agriculture. Sinon, les choses iront évidemment mal parce qu'on sera obligé un jour d'aller acheter à l'extérieur ce que nous savons très bien produire à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Le ministre de l'Agriculture et le gouvernement, qui n'a plus d'argent, a dit « Attention, on va appeler le commissaire européen à l'agriculture à venir ». Il est venu, il n'a rien promis, il n'a rien fait, il a dit
Est-ce que c'est vraiment un problème européen ou est-ce que c'est un problème français? Dans tous les cas, c'est un libéral. Aujourd'hui, Phil Hogan, il joue son rôle ou il joue pas son rôle? Très objectivement, ce qui ne marche pas à la Commission de Bruxelles, dans un certain nombre de secteurs, c'est la survie des ultralibéraux, ce que j'appelle l'école de Chicago, qui se niche dans la concurrence, qui se niche dans le secteur de la direction de l'économie, et qui se niche aussi, ici ou là, dans le numérique ou bien dans l'agriculture. C'est un manque de tempérance. Je pense que le marché et la seule loi du marché ne peut pas aider toute une génération de production, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le commerce, mais aussi, on l'a vu il y a 30 ans, dans la sidérurgie, dans les pneumatiques, dans l'industrie automobile. De temps en temps, il faut savoir qu'un État fédéral est nécessaire en Europe, parce que c'est une énorme caisse de secours pour aider à la modernisation. Aux États-Unis, il y a un budget fédéral. Quand il y a de grandes inondations, qu'est-ce que les États payent le rétablissement des écoles, des hôpitaux, des routes et des circuits téléphoniques? Mais qui les aide à payer? Le budget fédéral américain. Nous avons besoin en Europe d'un budget fédéral de secours. Patrice Moyon. Jean-Marie Serroni, justement, on parle des États-Unis. On voit que les États-Unis, pays historiquement libéral, prend des mesures justement pour encadrer son agriculture. L'une des grandes coopératives américaines, Land O'Lakes, vient d'inciter ses agriculteurs à produire moins. Pourquoi est-ce que les Français ont perdu la bataille des idées en Europe? Alors, est-ce qu'on a perdu la bataille des idées? Je ne sais pas. Et est-ce que les idées que nous défendions, notamment de maîtrise de la production, sont les bonnes idées? Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. N'oublions jamais que l'expansion de l'agriculture française aujourd'hui se fait par l'exportation. Une céréale sur 2 est exportée, une sur 2, 4 litres de lait sur 10, et pratiquement un tiers de nos cochons. On en importe aussi. Hein. On a un problème de compétitivité intra-européen. C'est-à-dire notre principal problème de compétitivité, c'est par rapport à nos confrères européens. Et vous parliez de la fiscalité, qui est une question à la fois sur laquelle j'ai travaillé, j'ai publié, et qui est centrale, qui est une question aujourd'hui purement nationale. Et je souscris ce que vous dites sur la nécessité de la fiscalité, de faire évoluer la fiscalité et de pouvoir passer des provisions. Mais il y a derrière, me semble-t-il, la nécessité d'une convergence européenne, d'une action européenne fiscale et sociale. Absolument. C'est très intéressant ce que vous dites pour deux raisons. La première, c'est que la délocalisation durera aussi longtemps que les gouvernements nationaux qui siègent à Bruxelles n'accepteront pas de confier cette partie de leur supposée souveraineté à une organisation qui mettra en route un serpent fiscal pour harmoniser la fiscalité. D'autant qu'on a la monnaie commune, on est lié par la monnaie, et donc nos économies vont être liées. Donc il n'y a même pas de discussion, sauf une sorte d'égoïsme politique. C'est clair. Hein, donc je rentre en France et je dis c'est grâce à moi, j'ai sauvé, mais j'ai rien sauvé en réalité. Il y a une deuxième raison qui est extrêmement intéressante. C'est que, de toute façon, nous avons besoin de mettre en route aujourd'hui un mécanisme social en Europe dans presque tous les secteurs de l'économie. Parce que l'Europe a très bien su s'occuper de la circulation des capitaux pour l'investissement, pour l'avenir. Mais la production de la richesse, c'est pas que l'argent, c'est les bras et les cerveaux. Un revenu de base européen, du capital social, un revenu de base européen, le revenu de base européen, au pourcentage du PIB, au prorata du PIB. Ce sont les grands chantiers qu'il faut attaquer. Et je voudrais dire une dernière chose, monsieur. Je voudrais dire que aujourd'hui, la structure politique de nos pays est si faible, la démagogie semble le seul recours de l'intelligence courante, qu'on nous fait croire qu'on vivra bien plus heureux en se repliant sur soi. Alors il y a un parti en France qui ne se gêne pas pour disperser ce que j'appellerais un crime intellectuel et qui dit on sort de l'Europe, on sort de la monnaie. Vous savez ce que ça veut dire sortir de l'Europe? Ça veut dire payer des droits de douane pour tout ce qu'on exporte de la France. Sortir de la monnaie, ça veut dire faire payer aux classes moyennes et aux pauvres 30% de dévaluation. Si vous connaissez quelqu'un qui veut qu'on dévalue ses biens, présentez-le-moi. Donc vraiment, il faut avoir du courage et pas se replier derrière soi. Le commerce de la peur a toujours tué ceux qui croyaient en la peur. Et pour rebondir sur ce que vous dites, je commence à entendre, vous aussi, on commence à entendre depuis pas longtemps, notamment depuis l'histoire du Brexit, on commence à entendre en France, sans aller dans les partis extrémistes, des gens qui commencent à dire qu'il faudrait sortir de la politique agricole commune. C'est le même réflexe. C'est la même chanson. Oui, c'est la même chanson. Et se dire, et je crois que ce langage de vérité, et je crois que cet après-midi on a un autre débat sur le langage de vérité, c'est de dire qu'on ne va pas revenir sur des systèmes de régulation, de régulation totale. Et en plus, c'est vraisemblablement pas souhaitable dans un monde en expansion et un monde complètement ouvert. Par contre,
Il me semble que les filets de sécurité, les minimums garantis par l'Union européenne, qui reste toujours dans la mécanique européenne sans rentrer dans la technique, les filets de sécurité sont trop bas. Aujourd'hui... les mécanismes de protection, voilà, bien sûr. Aujourd'hui, ils jouent à peine. Ils sont trop bas, il faut les relever un tout petit peu. Oui, il ne faut pas rêver de régulation. Jean-Marie Cavada, on arrive au terme de cette émission. Vous m'avez envoyé un communiqué de presse. Je vous invitais justement pour cela. Vous proposez des solutions. S'il y a une seule solution que vous avez envie d'interpeller le ministre de l'Agriculture en lui disant attention, s'il y a quelque chose à faire, c'est ça, c'est quoi? Je ne suis pas un spécialiste des questions agricoles. Je l'ai été, je ne le suis plus depuis une trentaine d'années. Mais il y a quelque chose que l'État français doit défendre à Bruxelles et essayer de créer une communauté d'intérêt avec d'autres pays. On ne peut pas laisser mourir une communauté productrice. Mais la France a la capacité de prendre des mesures sur le crédit, sur les moratoires fiscaux et aussi sur l'investissement dans le plan Juncker, par exemple, dont on n'arrive pas à consommer les crédits. Eh bien, il y a pour toutes les nouvelles techniques agricoles, pour l'aide sur l'agriculture moderne, des sources de financement dont on ne sait pas se saisir. Il faut vraiment prendre l'agriculture comme une aventure de demain et pas comme, je dirais, un leucoplaste du passé. Les jeunes qui sont là-dedans, entre 20 et 30 ans, ils sont en train de sacrifier leur vie dans cette affaire. On doit s'occuper de ça parce qu'ils ont quelque chose d'absolument unique qui s'appelle le savoir-faire. Et le savoir-faire, ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Et quand vous êtes au Parlement européen, quelle est l'image de la France, des politiques français et des agriculteurs français? Bonne ou pas bonne? La France est mon pays d'accueil, je l'aime profondément, mais je ne veux pas me ranger du côté des pleureurs ni du côté de ceux qui promettent au repli, qui promettent au capital de la colère, des lendemains qui chantent. Et je dis aux agriculteurs une chose très simple. Vous êtes très courtisés par un parti d'extrême. Faites attention, parce que ces gens-là monteront sur votre dos comme d'un paillasson pour accéder au pouvoir. Et au final, vous ne vous en porterez pas mieux. Au contraire, prenez en main votre avenir. D'ailleurs, ça s'organise, même si c'est parfois dans la colère. Et il y a des limites aussi à la colère. Mais enfin, on peut comprendre que les gens soient désespérés. Eh bien, mettons-nous autour d'une table pour essayer de faire l'agriculture une activité économique de demain, pas pour panser les plaies ou pour nourrir des prétentions électorales et politiques tout à fait, de mon point de vue, désastreuses. Jean-Marie Cavada, merci beaucoup. Jean-Marie Serroni, merci beaucoup. Patrice, merci de votre accueil. Merci bien. Merci voilà, beaucoup. merci à vous.